Donc pour l'évaluation des élèves, en fait, moi j'ai choisi d'évaluer pour observer les élèves, de ne pas être uniquement dans une évaluation sanction, dans une évaluation qui mesure. Pourquoi? Pour ensuite, finalement, me permettre de réguler mon activité d'enseignement en classe et permettre aussi à l'élève de mieux cibler ce qu'il ne maîtrise pas et où il va pouvoir porter ses efforts. Donc en ce sens, on est vraiment dans une philosophie de l'évaluation formative le plus souvent possible. Donc pour cela, j'ai mis en place différents moyens. Le premier, c'est un référentiel de compétences, c'est un travail par compétences tout au long de l'année. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la clarté cognitive, c'est-à-dire que chaque séance et chaque séquence commence par la définition d'objectifs. Donc les élèves vont être au courant de ce sur quoi ils vont être évalués et je laisse aussi à disposition des élèves les évaluations dès le début de la leçon pour qu'ils puissent connaître clairement les capacités sur qu'ils vont travailler et aussi les critères de réussite. Donc c'est pour qu'ils puissent s'en saisir. Donc on est vraiment dans une évaluation explicite. Et tout ça pour aboutir finalement le plus régulièrement possible à une évaluation en classe dans le cadre du travail, des activités et aussi à une évaluation par les élèves, l'auto-évaluation que j'essaie de pratiquer de plus en plus. En cours. Ouais. Lecture. Ouais. Moi j'aurais dit qu'il après niveau 3. On n'a pas trop expliqué les vocabulaires. Et de la consigne, je sais poser des questions pour tenter d'interpréter et orienter mes recherches. À partir des éléments décrits et de la consigne, je sais poser des questions. L'évaluation, moi je suis partie comme quelques-uns de mes collègues ici, on est parti sur l'évaluation par compétences depuis 3-4 ans. Comme tout le monde, j'ai commencé par évaluer des compétences avec des grilles extrêmement précises et des items extrêmement nombreux et que c'était une vraie usine à gaz et qui était pas gérable. Mais comme beaucoup, je pense que cette étape était nécessaire pour la suite. Maintenant, j'en suis arrivée à seulement 6 items. Il s'est avéré, donc une fois que mes items ont été fixés, j'étais satisfaite de mon travail. Pour moi, ça avait beaucoup de sens. Par contre, je me suis aperçue que pour les élèves, ça n'avait pas énormément de sens parce que tout ça s'était regroupé sur un logiciel qui s'appelle Sacoche. Et moi, mon expérience avec ça, c'est que très peu d'élèves vont, même s'ils en ont les codes, vont sur le site. Très peu d'élèves suivent réellement leurs items au fur et à mesure pour voir, et encore moins de parents. Donc, je trouvais que le suivi par l'élève et par la famille était pas bon du tout. Donc, j'ai souhaité absolument créer une grille que j'ai appelée une grille d'évaluation des suivis en SVT. Donc là, il y a les 6 items évalués et puis activité par activité, donc ils doivent remplir la grille pour savoir s'ils ont eu un travail donc de qualité très satisfaisante, insuffisante ou très insuffisante. Et l'idée, c'est qu'en ayant comme ça une succession d'évaluations, ils peuvent se rendre compte s'il y a des items sur lesquels ils ont des difficultés, d'autres sur lesquels tout se passe bien. Tous les travaux vont être évalués. Soit une évaluation courte de formation, je vais circuler entre les îlots et puis apporter des précisions. Ils vont devoir, donc je donne mon avis en quelque sorte, j'évalue et ils vont apporter des précisions. L'évaluation se fait aussi avec les questionnaires en ligne qu'ils ont fait, même si c'est totalement informel, ça va me permettre d'avoir un regard sur leur travail en amont de la classe pour ensuite pouvoir agir de manière plus efficace. Les activités, une fois achevées, sont déposées et je vais les évaluer. Parfois, nous allons les co-évaluer ensemble. On va pouvoir montrer les travaux, on va pouvoir même définir les critères d'évaluation ensemble et s'évaluer mutuellement. L'évaluation se fait aussi après la classe. Ils ont des petits quiz en ligne totalement anonymes qu'ils peuvent réaliser pour se positionner. Donc on est vraiment dans l'auto-évaluation. Et puis de manière plus classique, on a une évaluation de fin de chapitre, de fin de séquence, voire de fin de partie qui va regrouper plusieurs chapitres. Où là, ils vont être évalués ensemble sur un même temps, sur une même évaluation. Mais dans le cadre d'un contrat de confiance, elle a été déposée en ligne quelques semaines avant sur le blog. Et donc, ils peuvent déjà consulter, s'entraîner, venir la faire en accompagnement éducatif. On va déjà échanger avant, de telle manière que durant ce temps commun d'évaluation, il puisse être le plus efficace possible. Alors cette année, c'est la première année que je le fais, je n'évalue que par compétence, c'est-à-dire sans mettre de notes.
J'utilise les compétences du livret personnel de compétences. Pour chaque évaluation, je fais un lien avec 3-4 compétences du livret. Et puis, chaque compétence est évaluée en étant acquise, en voie d'acquisition, à renforcer ou non acquise. Comme ça, les élèves voient bien sur quoi travailler. Seulement, c'est vrai que du coup, les compétences du livret ne sont pas toujours très claires, ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour moi. Donc, je pense que l'année prochaine, je les reformulerai. D'autant qu'en plus, le LPC en tant que tel est voué à disparaître. C'est un peu difficile d'évaluer par compétences quand on est tout seul, parce que cette année, je suis vraiment la seule de chaque équipe à le faire. Et je vois bien qu'il y a des élèves où, du coup, je pense que ça a moins de portée que si toute l'équipe le faisait en entier. Et puis, il y a des élèves à qui ça ne plaît pas, quoi. Alors, au moment de la remise des bulletins, je donne un papier qui fait la synthèse des évaluations par compétences du trimestre. Et donc, les parents que j'ai vus en réunion parents-professeurs, j'ai pu leur expliquer. Et ceux que j'ai vus n'ont pas, pour la plupart, émis de... Comment dire, je ne trouve pas le mot. N'étaient pas contre en soi. Après, il y a un certain qui demande, mais malgré tout, mon enfant, il se situe où? Surtout par rapport aux autres. Et ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est plutôt que l'important, c'est qu'il se situe par rapport à lui-même, et non plus par rapport aux autres. L'éval qu'ils vont avoir dans quelques semaines, eh bien, ils l'ont dès le départ. Ils peuvent s'y préparer, ils peuvent s'entraîner, et surtout, elle rappelle à l'élève que l'évaluation n'est pas un piège, c'est vraiment un élément de progrès. Et donc, il va pouvoir la faire plusieurs fois. On aura des temps d'évaluation dans la séquence. Et à raison de 10 minutes à chaque fois, il va pouvoir progressivement faire son évaluation. Moi, je vais la corriger régulièrement, ce qui fait qu'on va avoir un système d'échange. Il fait une partie de l'éval, je corrige, je la lui rends, et l'objectif est d'améliorer. On est véritablement dans une évaluation pour progresser, pour apprendre. Ça, c'est très 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 important, ça plaît plutôt aux élèves en général. Le principe des ceintures est venu à moi parce que ça fait de nombreuses années que je travaille sur la différenciation. Sauf que je travaillais avec 3 niveaux différents, ce que j'ai appelé pas à pas, semi-guidé, autonomie, avec des questions de plus en plus larges. Semi-guidé, on tenait la main de l'élève, je tenais la main de l'élève avec des questions très détaillées qui expliquent bien la démarche. Et en autonomie, on avait une question large. C'était pas totalement satisfaisant et cette année, j'ai décidé d'expérimenter, notamment en 4e, le principe des ceintures de compétences. C'est-à-dire que pour chacune des compétences, on a mis en évidence des degrés d'acquisition en quelque sorte, des niveaux d'acquisition. Par exemple, pour décrire là, donc décrire c'est dire ce que je vois en termes simples. Observer puis exprimer ce que j'ai observé le plus clairement possible en organisant la réponse. En ceinture blanche, je sais observer, c'est-à-dire se dire ce que je vois de manière simple, etc. En ceinture jaune, on va aller un petit peu plus loin. Je sais organiser une description en allant du plus général au plus particulier. En ceinture orange, je sais trouver des différences et des ressemblances sur 2 paysages, par exemple. Donc, vous voyez, depuis le début, on a une réelle progressivité. Ensuite, en ceinture verte, je sais utiliser un vocabulaire précis. Je sais placer l'œuvre dans son contexte historique, ça c'est très important. Puis, on va essayer ensuite, en ceinture marron, d'expliquer, de proposer des hypothèses d'explication. Et enfin, pour les ceintures les plus avancées, ce sera de passer du visible, ce qui est ce que l'élève a sous le museau, à l'invisible, l'interprétation. Et enfin, le but final est d'arriver à, de manière totalement autonome, rédiger un paragraphe qui présenterait, qui décrirait un document ou un paysage, etc. En apportant des hypothèses, des explications sur ce paysage, par exemple. C'est surtout l'explicitation de l'évaluation qui me semble être importante. C'est-à-dire, une fois qu'on a distingué ce qu'est l'évaluation de la notation, c'est de se centrer sur l'évaluation comme une appréciation et donc une approche qualitative du travail que fait l'élève. Donc ça suppose plusieurs choses. La première, c'est que l'enseignant, vis-à-vis de l'élève, il doit être clair sur ce qu'il attend de l'élève.
Donc il faut qu'effectivement on puisse préciser à l'élève que finalement à l'issue de cette classe de seconde, première ou terminale, il doit être capable de faire un certain nombre de choses. Alors en termes de connaissances, ce sont les programmes, ça c'est pas difficile, il suffit de les suivre si on peut. Évidemment, c'est un travail de tous les instants, mais c'est aussi des capacités et des savoir-faire. La capacité par exemple à argumenter, à problématiser si on fait une dissertation, évidemment à faire un commentaire de tableau statistique. Bon, c'est des choses, c'est des éléments évidemment qui sont très très importants. Donc cette explicitation des compétences à acquérir c'est fondamental parce que finalement l'évaluation bienveillante, ça va reposer principalement sur le fait que l'évaluation va se faire au cours des apprentissages parce qu'elle sert aux apprentissages, elle sert aux élèves à progresser. Donc par exemple, ça peut être une évaluation formative. Les enseignants de SES l'utilisent de manière régulière parce que justement ils ont à faire que les élèves sur le cycle terminal maîtrisent les compétences qui seront évaluées au bac. Donc effectivement, ils ont mis en place, bien souvent les enseignants mettent en place des grilles d'évaluation, donc avec un certain nombre de compétences qui sont listées, avec des degrés d'attente, de réussite qui sont explicités. Et finalement, les élèves savent que si par exemple il y a une note, cette note va être justifiée par un certain nombre par un positionnement sur la grille. Et ainsi, les élèves peuvent, au fur et à mesure des devoirs qui leur sont proposés, savoir si finalement, sur les différentes compétences qui seront évaluées, ils ont été capables de progresser ou s'il y a encore des difficultés. C'est très intéressant parce que finalement, c'est ce genre d'outil qui permet d'avoir un dialogue constructif avec l'élève, qui peuvent donner du sens aussi à la façon dont ils apprennent et ce qu'on attend d'eux après en termes de restitution, de mobilisation de connaissances et de capacité. Ça permet évidemment de faire la différenciation parce qu'on voit très bien qu'il y a certains élèves qui ont besoin peut-être de plus de temps pour progresser dans certains domaines. Et je crois que cette évaluation bienveillante dont je parlais tout à l'heure, elle va être surtout aussi, va porter sens pour l'élève si effectivement elle se concrétise par une évaluation qui peut être formatrice. C'est-à-dire amener l'élève au-delà de l'appropriation des attentes qu'on a et des objectifs qu'il a réalisés, capacité à faire un bilan de ce qu'il est capable de faire, des progrès qu'il a réalisés, etc. C'est très important parce que finalement, si on veut que l'élève progresse, il faut qu'il s'approprie. Donc si on a la possibilité d'encourager l'auto-évaluation, c'est peut-être effectivement le bon moyen que l'élève puisse progresser. Cette démarche, elle suppose évidemment que l'élève ait bien compris ce qu'on attend de lui, et donc il y a un dialogue à établir avec l'élève qui est de ce point de vue-là très très important.